nous aurons les mots tour à tour, les mots de présentation de la mission d'observation électorale des JPC5O qui sera faite par le révérend père Clément Makiobo, secrétaire exécutif des JPC5O. Ensuite, nous passerons à la présentation des 2 rapports qui sera faite par les experts des JPC5O. Au nom de la Commission épiscopale Justice et Paix, organe technique de la Conférence épiscopale nationale du Congo, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à toutes les illustres personnalités invitées qui sont venues prendre part à la publication par la CENCO du rapport final d'observation électorale sur la révision du fichier électoral, ainsi que du rapport de monitoring des manifestations publiques en cette période préélectorale. Ces rapports sont basés sur des données collectées par les 340 observateurs de la CENCO déployés dans toutes les aires géographiques définies par la CENI. Ils couvrent la période allant du 28 août 2016 au 12 novembre 2017. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'inscription des électeurs est l'un des aspects d'un processus électoral qu'une mission d'observation doit évaluer dans le cadre de son observation détaillée. L'organisation d'élections crédibles et démocratiques est une expression de souveraineté qui appartient aux citoyens d'un pays. Mais selon les standards internationaux, il ne peut y avoir d'élections honnêtes et démocratiques si un grand nombre d'autres libertés et droits fondamentaux ne peuvent être exercés de façon permanente. Dans cette perspective, pour aider la CENI à bien faire son travail, il est important que des mesures de décrispation politique soient effectivement mises en œuvre, car elles constituent un préalable incontournable à tout processus électoral qui se veut crédible, inclusif et apaisé. Excellences, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, au nom de la Commission épiscopale Justice et Paix de la CENCO, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et votre esprit de collaboration avec notre mission d'observation. Chaque fois que notre mission avait besoin de vos services, vous vous êtes montrés ouverts et disponibles. Les conclusions et recommandations qui sont formulées dans le présent rapport visent à la fois l'amélioration du processus électoral dans son ensemble et l'adhésion des citoyens congolais à ces processus. Aujourd'hui, l'environnement sociopolitique congolais est tel qu'il paraît impérieux que toutes les parties prenantes au processus électoral puissent avoir confiance dans l'exactitude du fichier électoral qui sortira des opérations d'inscription des électeurs en cours. La mission d'observation électorale de la CENCO reste disponible pour collaborer avec votre institution dans les différentes opérations devant conduire notre pays à la tenue effective d'élections transparentes, démocratiques et apaisées en vue de répondre aux attentes de la majorité des citoyens congolais. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer mon propos en remerciant tous les partenaires financiers et techniques qui nous accompagnent dans notre travail
d'aiguiser les consciences, de faire la sentinelle pour préparer et consolider les bases d'une société congolaise démocratique et sauvegarder notre patrimoine commun qui est le Congo. Que les représentants de l'USAID, de l'Union européenne, de UKAID, OSISA, Carter Center, CRS, CAFOD, Misereor, Secours catholique, CCF des Terres solidaires, Counterpart, Diaconia, IRI, Prosec, Christian Aid, Trocker, Justice et Paix Belgique, EURAC, MONUSCO, ainsi que toutes les représentations diplomatiques trouvent ici l'expression de nos vifs remerciements et notre reconnaissance des efforts fournis pour faire avancer les processus démocratiques et les droits humains en République démocratique du Congo. En effet, grâce à votre appui financier et technique, cette année, Justice et Paix Congo ASBEL a formé et sensibilisé à travers tous les pays 935 087 hommes, femmes et jeunes sur l'exercice du leadership citoyen, sur l'accord de la Saint-Sylvestre, sur les manifestations publiques pacifiques, ainsi que sur la prévention des conflits liés au processus électoral. En plus de nos activités traditionnelles d'éducation civique et d'observation électorale, nous entendons poursuivre l'observation basée sur le genre et nous nous préparons à lancer une activité pour faire l'état des lieux des juridictions devant accueillir des contentieux électoraux et procéder ensuite à l'audit citoyen du fichier électoral. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, dans toutes ses composantes, aura d'ici peu à indiquer son choix concernant son avenir. Les débats au cours des prochains mois doivent permettre une clarification des options et susciter les consensus nécessaires à la réalisation d'un projet collectif comme celui des élections. Les hommes politiques congolais en particulier et tous les citoyens congolais en général ont face à eux un devoir, celui d'écrire dans le temps et l'espace une nouvelle page de leur histoire, une histoire qui consolide la paix, favorise la juste répartition des biens et des responsabilités et garantit l'alternance démocratique. Et puisque les élections libres et transparentes constituent la voie idéale vers une société démocratique, il est urgent que tous les Congolais conjuguent leurs efforts dans un esprit de patriotisme et de solidarité pour que des élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo ne soient pas un simple rêve, mais bien une réalité, un tremplin vers un état de droit moderne et prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au moins 355 cas d'arrestation des manifestants et organisateurs. Ces arrestations sont menées par la police, les forces armées de la RD Congo et autres services spécialisés. Au moins 105 cas de blessés, dont 87 par balle, 1 par baïonnette, 10 pendant la fuite et 8 suite au gaz lacrymogène. Au moins 4 cas de vandalisme, dont sous commissariat de la police brûlée,
un magasin appartenant à un sujet chinois pillé et 4 types de la police brûlés. Il a été constaté dans ces rapports une ambiguïté des règles relatives à l'organisation de manifestations et réunions publiques en République démocratique du Congo, dans ce sens que la loi qui a été votée au Parlement en 2015, devant abroger le décret-loi de 1999, souffre jusqu'à ce jour car elle n'est ni promulguée par le président de la République, ni publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo, donnant ainsi lieu à la problématique du texte à appliquer. Plusieurs irrégularités sont observées à l'occasion des manifestations et des réunions publiques en RD Congo, à cause essentiellement du non-respect des règles relatives à la liberté de manifestation et réunions publiques dans les chefs des organisateurs, des manifestants, de l'autorité administrative compétente et de la police. De ce qui précède, il ressort que l'usage disproportionnel de la force par la police et les autres services spécialisés de l'État est à la base d'au moins 98,67% des cas de violation des droits humains, alors que les manifestants sont responsables des actes de vandalisme estimés à 1,33%. Les recommandations émises dans ces rapports concernent les parties prenantes précitées afin que le respect des normes relatives aux libertés des réunions des manifestants publics, des acteurs politiques et sociaux reflète de la bonne santé d'une démocratie et symbole d'un état de droit soit effective. Recommandation au président de la République. JPC SENCO invite le président de la République à procéder à la publication de la loi fixant les mesures d'application de la liberté de manifestation publique au journal officiel. Aux autorités politico-administratives compétentes, ministre national de l'Intérieur, gouverneur, maire de ville, bourgmestre et autres, JPC SENCO recommande d'observer le régime d'information relatif à la liberté de manifestation publique consacré par la Constitution de la République démocratique du Congo, de prendre des mesures d'encadrement chaque fois qu'une manifestation est programmée et de se réserver d'entreprendre tout acte contraire. JPC SENCO les encourage en outre à retirer toutes les mesures suspendant les libertés de manifestation et réunions publiques sur toute l'étendue du territoire national. À la police, JPC SENCO recommande de veiller au respect des droits de l'homme avant, pendant et après les manifestations publiques en évitant l'usage disproportionnel de la force. Aux organisateurs et manifestants, JPC SENCO exhorte les partis politiques, les organisations de la société civile et les mouvements citoyens, organisateurs de manifestations et réunions publiques pacifiques et non violentes, à veiller au respect des règles relatives à la liberté de manifestation publique, d'éduquer, d'encadrer et de sensibiliser leurs manifestants quant à ceux. JPC SENCO invite les manifestants à respecter les services de l'ordre et d'éviter tout acte pouvant porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la destruction ou au pillage de biens publics et privés. Aux instances judiciaires de se saisir de tous les dérapages et d'ouvrir des enquêtes en cas de violation des droits de l'homme ou de troubles dans l'ordre public lors de manifestations ou réunions publiques afin d'en poursuivre les auteurs. Voilà, vous aurez compris que ce travail a été fait dans un esprit constructif. Kassai Central et Luilu et Camille.
2 territoires. L'opération est en cours dans cette zone. Statistiques à ce jour, 44 358 305 électeurs inscrits. Bémol tout de même, 23 millions d'hommes contre 21 millions de femmes. Alors que, en 2006 comme en 2011, cette proportion était plutôt en faveur des femmes. Et c'est d'autant plus inquiétant que l'écart paraît quand même très très grand. C'est presque 2 millions et quelques. Activité restante du fichier. Finalisation de l'enrôlement au Kasaï Central, Loué-Camige. L'opération est en cours. Et la bonne nouvelle est que depuis les 14 derniers, plus aucun centre, disons tous les centres sont ouverts et opérationnels. Restante, c'est paiement du personnel pour ramasser les matériels. C'est ce dont je vous ai parlé. Centralisation des données, c'est en cours. La bonne nouvelle est que nous sommes à plus de 85% des données qui sont déjà au niveau des centres nationaux de traitement. Traitement et consolidation des données, je reviendrai un peu sur ce point 4. C'est en entente. Audit du fichier électoral ainsi mis à jour, c'est en attente. Enrôlement des Congolais résidant à l'étranger, en attente. Traitement des données, ça concerne le point 4. C'est l'opération, plus ou moins c'est ça l'activité critique qui nous reste aujourd'hui. Nous traitons les données à l'aide d'un procédé, d'un système automatique d'identification biométrique qu'on appelle AFIS-ABIS. L'approche avec ces logiciels mis dans la base de données, c'est la détection automatique des doublons potentiels, comparaison des empreintes digitales et des photographies à partir de cette base et confirmation visuelle ou non des doublons détectés. Donc, on a détecté la Bécho les 2 fois dans la base. Il ne suffit pas de les détecter pour dire « Ok, on les a dit ». Non. On détecte, on met en exergue ses empreintes et sa photographie et il faut un opérateur qui décide, après avoir vu la photographie sur l'écran et disant que c'est effectivement la même personne, on va les radier toutes les fois qu'il s'est enrôlé pour ne garder qu'une seule inscription, la dernière. Comment opère le système? Le système, au fait, vous voyez, c'est un exemple. Ces messieurs, c'est la même personne. Il s'est enrôlé 2 fois. Et vous verrez que là où il est en rouge, c'est là où il a pu changer la donnée. Ici, il met par exemple date de naissance Lissala, alors qu'ici, il met Bossobolo. C'est ce qui a permis qu'il soit enrôlé 2 fois. Il peut juste avoir changé Kassongo, Kassonga, ce n'est plus la même personne. Mais les empreintes digitales, on fait les matching, mais on confirme en regardant la photo que c'est la même personne, on l'a radie. Le système est plus performant qu'on ne le croit et ça permet de résoudre certaines préoccupations soulevées ici. Vous avez là un cas d'inscription d'un mineur. Je pense qu'en regardant seulement la photo, on sait qu'il n'a pas l'âge requis. Le système nous permet de détecter l'âge de chaque électeur. Et en fonction de ça, tous les électeurs qui auront moins de 16 ans seront d'office radiés.
M. Cyril, la préoccupation en rapport avec les mineurs, nous, la CENI avait anticipé. La CENI avait anticipé sur la question. Les logiciels nous permettront d'éradier tout ce monde et de nettoyer les fichiers en bonne et due forme. Acquisition, ce sont les points critiques que nous avons aujourd'hui à la CENI. Il faut que nous ayons ces logiciels au plus tard le 30 novembre. Et nous l'avons indiqué au niveau du calendrier. Les logiciels Abyss, mais il faut que nous formions aussi les sites miroirs, les stockages externes de données. C'est-à-dire que nous sommes à la CENI, les serveurs sont là. En cas d'incendie ou d'accident et que nous perdions toutes les données, il faut que nous ayons un système de récupération quelque part. Nous avions publié en son temps, et c'est ça les documents que nous avons donnés au gouvernement. Nous attendons finaliser l'enrôlement des électeurs en février, disons en janvier, sur terrain. Nous aurons février et mars le traitement des données, donc avec les traitements des doublons, paiement des fournisseurs, paiement des agents opérationnels. Je vous ai parlé de ceux qui restent encore et qui font des grèves chaque jour. Acquisition du logiciel en toute urgence. La discussion que nous avons aujourd'hui avec les gouvernements, c'est disponibiliser 66 millions de dollars avant janvier pour pouvoir tenir les délais tels que nous les avons présentés au calendrier. Ça, c'est un premier élément qui reste critique. Et là, ce n'est pas la théorie. C'est bien beau de dire on a mis 16 mois et 1 jour. Ce n'est qu'une planification. Nous faisons face à cela, à des contraintes opérationnelles réelles et à des contraintes sécuritaires et autres. Si y a Kamwena Sapou, on ne peut pas tenir la date. Encore que même s'il n'y a pas Kamwena Sapou, mais si on n'a pas ces fonds, si ces fonds ne sont pas débloqués avant janvier, vous allez m'accuser encore que Nanga retarde les choses. Mais j'ai mis la publication du calendrier, c'est parce que c'est pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. Qu'on arrête de rêver. S'il n'y a pas de sécurité, si on n'a pas de fonds, même les dates que nous avons déclinées dans ce calendrier, ça ne sera que de vœux pieux. Du calendrier électoral. Janvier 2018, nous terminons l'enrôlement sur terrain. 6 avril, nous allons publier les statistiques par entité. Et là, c'est déjà des statistiques qui sont nettoyées. Donc, on ne parlera plus de doublons et consorts. À partir de ces 6, les fichiers seront soumis à l'audit. Un bémol, l'audit, on peut auditer les fichiers, tout comme on peut ne pas auditer les fichiers. Mais pour raison de transparence, nous, on a prévu qu'ils soient quand même audités. C'est faisant, si toutes les parties prenantes voient que non, ce n'est plus nécessaire, on pense que le fichier est bon, on ne le fera pas. Encore que l'audit n'est pas un facteur bloquant. Nous ne disons pas que l'audit va permettre de dire on attend d'abord la fin de l'audit pour poursuivre le processus. 23 avril 2018, adoption de la loi sur la répartition des sièges. Promulgation de la loi, de cette loi le 8 mai. Et de juillet en septembre, nous ferons l'enrôlement de la diaspora. C'est encore une équation. C'est un inconnu qui nous attend à ce point. Allons-nous enrôler la diaspora? Nous, on ne peut pas dire non, parce que la loi nous l'exige. Mais c'est une question qui a d'autres conséquences. Inconnue en quel sens? D'abord, nous ne savons pas comment nos compatriotes vont nous recevoir à Londres, à Bruxelles, à Paris. C'est une question. Vont-ils nous recevoir en paix ou bien ils vont nous recevoir en combattant? 2. C'est une équation en termes de coûts. C'est des missions à déployer au niveau des 66 représentations diplomatiques de la République à l'extérieur du pays. Ça veut dire qu'il faut que nous envoyions nos techniciens en mission là-bas. Séjour et autres, c'est un coût important. Mais entre-temps, nous on planifie que nous allons avoir ça.
23 juin, convocation de l'électorat. Et les jours suivants, c'est le dépôt et traitement des candidatures. D'abord pour les provinciales. À partir du 25 juillet, nous commençons maintenant pour la candidature présidentielle et législative. On dira, mais pourquoi on n'a pas mis ça au même moment? C'est 3 scrutins différents, chacun avec ses exigences en termes de lieu, par exemple, où on dépose les candidatures. Pour la présidentielle, c'est à Kinshasa. Pour la députation provinciale, c'est au niveau des 181 circonscriptions, alors que pour la députation provinciale, c'est plus ou moins 210 circonscriptions. C'est donc des configurations différentes. Nous commençons par la mise à jour provinciale et nous faisons la présidentielle avec les législatives ensemble. 23 décembre, scrutin combiné. Je vous épargne là des dates, par exemple, du genre quand est-ce qu'on accrédite les témoins, quand est-ce qu'on accrédite les observateurs, quand est-ce qu'on commence la campagne, quand est-ce que nous affichons les listes électorales, telles que nous l'exige la loi. 17 au 21 janvier 2019, candidature pour les sénateurs et gouverneurs. 6 mars, scrutin des sénateurs. 18 mars, scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces dates, je voudrais préciser, elles ne sont pas fixées au hasard. Beaucoup sont ceux qui pensent que la CENI dit à telle date on fait. Non, il y a des considérations légales. Il y a des délais légaux qui sont fixés par la loi pour dire telle date, telle autre période doit prendre par exemple autant, les contentieux et consorts. 19 mars au 18 avril, candidature, élection communale et locale. 22 septembre 2019, scrutin des conseillers. Je sais qu'ici, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. 3 au 17 octobre 2019, candidature maire, conseiller urbain, bourgmestre, chef de secteur. 4 décembre 2019, scrutin des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs de secteur. Et 25 janvier 2020, scrutin des maires et des maires adjoints. On aura ainsi clôturé avec tous les scrutins, les 11 scrutins. Tous ces détails sont donnés. Je pense qu'on vous a remis ces petits bouquets qui est le calendrier officiel. Vous pouvez distribuer. Outil attend, sinon les gens seront déconcentrés. Les contraintes, nous avons publié les contraintes. C'est pour dire que la CENI n'est pas seule dans l'organisation des scrutins. La question logistique, c'est même le socle du processus. 90 000 bureaux de vote. On doit déployer le matériel à tous les niveaux. La question des lois. Vous verrez que depuis qu'on a publié le calendrier, tout le monde s'agite. Nous avons appris qu'aujourd'hui, la loi, hier, je ne sais pas, la loi sera déposée au Parlement. La question des finances est au centre, comme vous l'avez vu. Nous pouvons rêver, s'il n'y a pas de finances, ça ne sert à rien. Et c'est ça aussi ce que nous disons. Le gouvernement, c'est sa responsabilité. Il doit financer ce qui est nécessaire pour avoir les élections. Entre-temps, les amis du Congo qui s'invitent à ce débat, alors parce qu'ils s'invitent, il y a aussi cette obligation de dire oui, on va financer. Comment? On peut financer la CENCO. J'ai attendu ici la litanie des partenaires qui financent. Je me dis, je suis quand même en compétition dans la mobilisation des fonds. Parce qu'à suivre le nombre de partenaires qui financent la CENCO, on disait si tous finançaient plutôt aussi le processus électoral en termes d'opération, chez nous c'est zéro. Chez nous c'est zéro. Sécurité, il faut une sécurisation du processus. Sans la sécurité, et il y a enfin la dimension politique. Est-ce qu'il y a les gens qui réclament
à crier à corps les élections, sont-ils réellement prêts pour aller aux élections? Quand j'entends certains dire non, jusque-là, l'approche sera que Nanga quitte d'abord, on installe une nouvelle CENI, parce que son fichier est rempli de faiblesses, on fait un bon fichier pour arriver aux élections. Non, je pense que là, nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais j'ai compris aussi. Ce n'est pas tout le monde que vous voyez, ce n'est pas tout le monde que vous voyez en blouson blanc au niveau de l'hôpital qui est médecin. Donc ce n'est pas tout le monde qui réclame les élections, qui en veut réellement. Optimisation du processus. Les élections coûtent cher en République démocratique du Congo. Et ça, c'est en raison de certaines options stratégiques et politiques prises et qui mettent le pays aujourd'hui dans une sorte de prison. Il faut donc optimiser le processus. 1,3 milliard de dollars pour les élections. Je pense que c'est plusieurs routes construites, c'est plusieurs écoles construites. Mais le cadre légal actuel du pays fait malheureusement qu'on soit à ce niveau-là. D'abord, pourquoi la CENI a réfléchi sur l'optimisation de ces processus? Fondement juridique, c'est l'accord du 31 décembre. C'est l'accord qui demande au gouvernement et à la CENI d'explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire les coûts excessifs des élections. C'est au point 444 de l'accord. Problématique identifiée sur le plan technique au niveau de la CENI. Le vrai problème qui énerve les coûts des élections, c'est le format du bulletin de vote. Et ça part, comme j'ai dit, de l'option politique. Le système électoral est la proportionnelle à listes ouvertes, à choix préférentiel. Ceci requiert que un bulletin de vote doit avoir, non seulement, vous verrez là, il y a d'abord les données textuelles d'un candidat, donc son nom, post-nom, prénom et autres, sa photographie, le logo et le nom de son parti politique, un numéro de bulletin de vote, là où on est la case de marquage. Dans des circonscriptions où on a des milliers de candidats, un bulletin de vote, vous l'avez déjà montré, c'est un document format journal pareil, mais à 58 pages. Les pays, on n'a jamais imprimé ça au Congo, on n'a pas la capacité technique de le faire. Et comme la date de l'élection est connue à l'avance, on imprime ça à l'étranger et très souvent, les déploiements, parce que le temps est court, les déploiements se fait à l'aide des cargos, donc par voie aérienne, et rien que par voie aérienne. C'est ce qui énerve les coûts. Ayant identifié ces problèmes, nous avons dit, nous rationalisons d'abord par la loi. La proposition des lois qui est en cours de débat, nous avons proposé là des éléments qui permettraient plus ou moins de réduire le nombre de candidatures. Mais beaucoup de partis sont déjà contre ça. Si on rejette la loi, les propositions, nous resterons dans le système actuel et où nous aurons un bulletin de ce type avec la conséquence que ça peut être un problème pour respecter le temps. Deuxième point de démarche pour rationaliser, c'est l'anticipation dans les acquisitions. Si je dis le débat que nous avions eu le vendredi avec le gouvernement, nous leur avons dit ceci. Au lieu de perdre 100 millions de dollars pour le déploiement de matériel, parce qu'on utilise des avions, il y a des matériels qu'on peut acheter en avance et les faire transporter de l'étranger par bateau. Les coûts peuvent être divisés par 5 ou 10. Mais malheureusement, la formule qu'on a souvent ici, c'est que on pense que parce que l'élection c'est le 23 décembre,
on va donner des millions de dollars plutôt à partir du mois de septembre, ça ne servira plus à rien. Mais plus on met des moyens en temps, plus on peut faire des économies en anticipant. Mais il faut avoir ces moyens, parce que si on n'en a pas, il faut attendre que les moyens viennent. Enfin, l'usage de la nouvelle technologie de l'information et des communications par la machine à voter. Un débat très républicain est né autour de cette question. Vote électronique, vote semi-électronique, vote ceci, et nous avons eu le malheur. Parce que dès que cet élément est sorti, c'était juste 2 jours avant l'élection du Kenya. Alors on a fait un parallélisme qui n'est pas correct de toute façon, parce que même au Kenya, il n'y a jamais eu de vote électronique. Il y a des vidéos qui circulent aux réseaux sociaux, non, l'exemple tel en Hollande, ça n'a rien à voir avec ce que nous proposons. Nous aurons, monsieur le CG, si vous voulez, le temps bien entendu de vous en faire une démonstration de ce que c'est la machine à voter. Mais le principe, c'est quoi en fait? Bien sûr, avant d'y arriver d'abord, avant d'arriver à vous donner les principes, ça sera le dernier point. Les budgets, si rien ne change, si la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui, donc si la loi ne change pas, si on n'anticipe pas, si on fait ceci, le budget qui a été toujours publié, c'est les 1,3 milliard de dollars. À la partie en bleu, inscription, révision du fichier électoral, 400 millions. C'est de ces 400 millions que nous attendons les 66 millions pour terminer l'enrôlement. La partie en jaune, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, 3 scrutins le même jour. Le budget, c'est 526, c'est plutôt 564 millions de dollars. La partie en gris, en couleur grise, c'est les scrutins municipal et local, c'est les 377 millions. Et la partie en jaune, d'une part, les scrutins indirects, c'est-à-dire sénateurs et gouverneurs, maire adjoint, bourgmestre et autres, mais aussi la cooptation des chefs coutumiers. Parce que la loi exige que ces chefs coutumiers doivent être cooptés pour se joindre aux assemblées provinciales. Vous voyez que c'est 1,3 milliard. Ça, c'est trop, c'est prohibitif et c'est trop cher. Analyse faite à partir de l'utilisation de la machine à voter dont nous allons vous présenter tout à l'heure, dont on va vous présenter les principes tout à l'heure. La révision du fichier électoral, c'était les 400 millions, il nous reste encore 66 millions pour finaliser. Les 3 scrutins, conformément à l'accord, nous exigent, si on ne fait rien, si on n'utilise pas la machine à voter, 562 millions de dollars. Mais avec la machine à voter, le budget passe à 394. L'économie est énorme. Bien entendu, les élections locales, sans machine, nous sommes à 377, mais avec la machine, nous revenons à 227. Économie 150 millions. Vous verrez que sur le processus, avec l'utilisation de la machine à voter, nous économisons plus, nous revenons à moins d'1 milliard le budget pour l'ensemble des scrutins. Et si nous mettons les élections municipales à côté, nous revenons, nous n'aurons besoin que de ces 394 millions de dollars. Principe. D'abord, vous dire, la machine à voter ne change pas le principe de vote. Comme on vous l'a dit. Tout ce que nous avons, l'intelligence qui est derrière cette machine à voter, c'est juste que nous allons, ces grands bulletins dont je vous ai parlé, de 58 pages, nous les changeons. Il devient un bulletin comme ça. Et c'est un bulletin uniforme.
il ne pèse pas. C'est un bulletin vierge. Je vais vous le donner, Padre. C'est un bulletin vierge. Ce que nous faisons donc, ce n'est pas un vote électronique. D'autant plus que un vote électronique, vous n'avez pas de bulletin. Et vous allez le voir tout à l'heure. Hein? Mais je vais vous donner le temps que... Qu'est-ce qui se passe souvent lorsqu'on va au vote? Ça, nous sommes dans un bureau de vote. Dans un bureau de vote, un électeur vient avec sa carte. Il trouve là un assesseur. L'assesseur vérifie l'identité de l'électeur sur la liste électorale. Donc, il vérifie si la personne est effectivement dans ce bureau et son nom figure sur la liste électorale. Dès qu'il trouve la personne, il coche pour dire la personne effectivement est là. Il l'envoie chez le président du bureau de vote. L'électeur vient ici, le président prend le bulletin de vote vierge, il coche, il prend, dans le cas de c'était celui-ci, il coche, il paraphe, il donne à l'électeur, et l'électeur se dirige dans l'isoloir. C'est à ce niveau ici. L'électeur se dirige dans l'isoloir, il va feuilleter son journal, il trouve son candidat, il marque, il rentre, il prendra ses bulletins pour les mettre dans l'urne. Oui, j'arrive. Il les met donc, à considérer que ça c'est l'isoloir, il a coché, il vient ici, l'électeur insère le bulletin dans l'urne, et après cela, il vient ici. On met souvent l'encre indélébile pour qu'il n'aille pas voter ailleurs, et on lui remet, il émarge sur une liste d'émargement, on lui remet sa carte d'électeur, et l'électeur sort. C'est ça l'acte de vote. Avec notre machine à voter, encore que nous voulons dire que ce n'est pas une option, c'est plutôt une décision de la CENI. Les gens qui s'invitent à ce débat pour dire non, 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 c'est légal, c'est dans le pouvoir de la CENI de proposer les modes opératoires. C'est que la différence avec la machine, c'est que l'électeur à ce niveau, du président, il va lui parapher ses bulletins. Après avoir paraphé, l'électeur va à cette machine. En mettant le bulletin dans sa machine, il va insérer les bulletins dans la machine. Et dès qu'il insère les bulletins, la machine lui donne le nom, la photo de tous les candidats sur un écran. Il choisit les candidats de son choix. Et après avoir choisi, les bulletins s'impriment. Mais cette fois-là, avec la photo du candidat au verso. Donc les bulletins qui étaient vierges obtient donc l'impression de la photo du candidat et le nom, et le lecteur prend son bulletin, il va mettre dans l'urne. À la fin du vote, à 17 h, on clôture. De toute façon, à 17 h, dès qu'on a clôturé, la machine imprime le procès verbal. Et il donne déjà la ventilation de chaque candidat. Tel a eu autant, tel a eu autant, tel a eu autant. Ça ne suffit pas. Les agents de la CENI se mettent quand même ils font le dépouillement de tous ces bulletins, comme ça a toujours été fait manuellement. Et après le dépouillement, ils écrivent le procès verbal. Nous avons donc deux sources de résultats. D'un côté, les résultats donnés par la machine, mais de l'autre, les résultats comptés manuellement. Deux sources de crédibilité. La question sera peut-être de dire, mais s'il y a différence entre les deux, c'est qu'il y a une option rare. Une option rare, on n'a pas encore vu ça, mais ça peut arriver. On a trouvé que là-bas c'était 300 bulletins, mais de l'autre côté à la machine c'est 302. L'approche, on recompte, mais si la différence persiste, on prend plutôt en compte les résultats donnés manuellement. Parce que si on dit qu'on prend celui de la machine, on dira que Nang avait déjà programmé des histoires. On prend plutôt ce qui est manuellement. Et toute l'opération se passe de 7 h à 18 h devant les observateurs et devant les témoins des partis politiques. Deux sources donc de crédibilité.
Les résultats seront donnés premièrement par la machine, mais les résultats au niveau des bureaux de vote, mais aussi par les comptages manuels. À la fin, on fait comme on a toujours fait. Les CELSER vont travailler normalement et nous aurons ainsi les résultats. Nous gagnons en temps parce qu'avec ces bulletins, il faut attendre absolument la fin du dépôt du dernier candidat pour lancer la commande. Alors qu'ici, nous anticipons, nous pouvons commander aujourd'hui les bulletins de vote. Les éléments de sécurité, nous vous les présenterons le jour où nous viendrons pour la démonstration de la machine. Le principe est simple, c'est juste que non, la machine, c'est comme si on imprimait les bulletins au niveau de chaque bureau de vote, au lieu de les pré-imprimer, là où ça nous coûte cher, en Afrique du Sud ou en Chine, et le transport est important. Moins de 3 grammes en termes de poids, plus de 300 grammes un bulletin. Le déploiement de ça, en 45 millions d'électeurs, ça vous dit ce que les économies sont donc énormes. Et c'est comme ça que vous allez voter pour les votes. Avantage, sécurité, fiabilité, deux sources, rapidité. L'idée serait que non, une élection qui est organisée le 23 décembre, mais le jour de Noël, nous sachions qui est notre nouveau président, qui sont nos députés. Troisième élément, économie. Ce n'est pas comparable, c'est une intelligence congolaise. Et la machine a été à l'honneur, pour votre information, il y a 2 mois. La machine à voter congolaise a été à l'honneur comme prototype RD congolais à Bucarest au niveau des commissions du Forum mondial des commissions électorales. Beaucoup de gens ont appelé, on dit qu'on appelle ça Nanga Machine. J'ai dit non, ce n'est pas juste. Si on veut donner ce nom, il faut l'appeler Malou Malou Machine. Parce que le prototype que nous avons aujourd'hui, c'est une étude que l'abbé Apollinaire, paix à son âme, avait lancée depuis 2013. Ça nous a amené au Brésil, ça nous a amené en Inde, ça nous a amené en Namibie, ça nous a amené en Corée du Sud. Et nous avons sorti un prototype congolais. L'intelligence congolaise, le seul problème qui n'est pas congolais, c'est que c'est la machine. Parce que c'est une intelligence qui est embarquée dans des ordinateurs qui peuvent être conçus, donnés par chaque fournisseur. Voilà plus ou moins là où nous tendons. Tout en clôturant, je dirais plutôt que non. Les problèmes au Congo sont tellement énormes aujourd'hui que nous sommes devenus tous dans la négativité absolue, dans la méfiance persistante, dans les soupçons permanents. Là, je terminerai par la bonne note que ce que vous attendez à gauche, à droite, ce n'est que la distraction. Et c'est normal en politique. Nous avons publié les calendriers. Les calendriers donnent des séquences et des activités déterminées qui nous amènent le 23 au scrutin, aux élections, pas à autre chose. Alors, les contestations qui viennent et qui sont normales pour telle ou telle autre chose, sachez qu'elles sont contre-productives. Ce qui est plus important, que chacun joue son rôle. Et quant à la CENI fera tout ce qui est dans son pouvoir pour que son rôle soit bien soit joué et que le 23, le peuple congolais se rende aux urnes après avoir enregistré les électeurs, disons les candidats, à partir du mois de juin. Ça, c'est ce qui est plus important. Pour le reste, c'est de la distraction et nous comptons à l'implication de chacun, implication en termes de plaidoyer, pour dire si c'est au Parlement, que les plaidoyers soient faits pour que les lois soient votées. Si c'est au gouvernement, que le plaidoyer soit fait pour que les financements suivent. Si c'est au niveau des acteurs politiques, que le plaidoyer soit fait pour qu'il y ait un climat, qui permette la CENI d'avancer dans le processus. Par contre, pas un climat de résistance qui dirait non, nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas ça. Il y a des choses négociables et il y en a d'autres qui ne le sont plus. Je terminerai par dire ce que j'ai dit au départ. Ceux qui sont encore en train de réfléchir pour dire non, on va négocier le 23, pas le 23,
Ça, c'est un débat qui est derrière nous. Et la CENI a pris sa décision, nous l'assumons. Je vous remercie. Par rapport à la SENCO, faire le rapport, c'est une chose. Mais la plus importante est de continuer parce que il faut l'environnement. Je n'ai pas beaucoup senti comment la SENCO fera pour que l'environnement électoral puisse être positif. Parce que ce qui est d'application, c'est l'accord global et inclusif de la Saint-Sylvestre. Et vous avez cité beaucoup de partenaires qui sont avec vous et qui vous aident dans vos opérations, dans votre travail. Est-ce que la SENCO est prête à aider, à faire le plaidoyer en faveur de la CENI avec autant de partenaires qui sont derrière elle? Merci. Merci beaucoup de notre côté. Pourquoi attendre seulement la présence de Mme Niki Halé pour vous précipiter à publier les calendriers électoraux alors que nous l'avons pendant beaucoup de manifestations réclamées? Et êtes-vous sûr que ce calendrier électoral sera respecté? Parce que nous, en tout cas, nous sommes prêts à mener vraiment beaucoup d'activités pour que cette date-là du 23 puisse être une date à laquelle nous aurons des élections. Êtes-vous sûr vraiment que cette date-là sera respectée et quelles sont les garanties que vous donnez au peuple congolais? Dans l'esprit d'aller de l'avant, alors que le président de la CENI soit rassuré, j'ai bien noté que les gens tirent sur la CENI selon leurs intérêts, mais pour la CENCO, il n'y a qu'un seul intérêt, trouver une solution le plus tôt possible à cette crise qui ne fait qu'enfoncer la population. La CENCO n'a pas un autre agenda. Alors, par rapport à la première question de M. Bonganga, je crois qu'il faudra, nous allons revenir, nous allons nous retrouver avec la CENI dans un autre cadre. Il y a des questions qui vont être approfondies. Il y a effectivement quelques préoccupations sur l'accord. Là, vous avez entendu dans les rapports de la CJP, il a été signalé le fait que l'accord dit au point 4, paragraphe 2, que la décision sur le parachèvement, la date du parachèvement devait être prise après une appréciation unanime, c'est-à-dire que ça devait être figuré dans les conclusions des travaux de la tripartite. Bon, je crois entendre de l'autre côté que la CENI a décidé, j'assume. En même temps, la CENI évoque aussi un autre article de l'accord qui l'exploite. Est-ce qu'une façon de dire que je ne prends dans l'accord que ce qui m'intéresse? Est-ce qu'on l'a mal compris? On aura l'occasion d'approfondir. Quand les évêques auront approfondi, vous saurez ce que pense la CENCO. Alors, par rapport au cri de la CENCO, plutôt de la CENI aux finances, je crois que dans les recommandations, il y a aussi une recommandation dans ce sens-là à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds. Donc, la CENCO a déjà dans ses engagements cet aspect des choses. Demander à ceux qui peuvent de deux pour qu'on trouve le plus vite possible la solution à cette crise.
La réaction, la CENCO, pour ce travail, nous l'avons dit, citoyen d'observation, en même temps que remercier ceux qui ont posé des questions précises sur un certain nombre de faits. Pour ce qui est plus ou moins du rôle de la CENI, nous, du moins tant que je suis président, j'assumerai. Et je le confirme. L'accord du 31 décembre énonce en son point premier que la Constitution sera respectée. La CENI n'est pas une institution issue de l'accord. La CENI est une institution issue de la Constitution, article 211. Cette disposition donne à la CENI la mission de publier le calendrier. Et ça a été répété à tous les niveaux, que la publication du calendrier, c'est une prérogative exclusive de la CENI et l'accord n'a jamais renié cela. Ce faisant, nous avons évalué avec la tripartite gouvernement, CENSA et CENI, l'évaluation a permis de donner à la CENI des éléments qui devaient maintenant rentrer dans sa compétence de publication des calendriers. Et là, il n'y a même pas matière à discuter. C'est une prérogative exclusive de la CENI. Or, la date procède de ces calendriers. Chaque institution a sa mission, et même dans l'accord, vous ne verrez nulle part où on dit que le CENSA ou le gouvernement avait l'erreur de publier les calendriers, il n'y en a pas de. Et pour cela, la CENI n'a fait que n'a joué que son rôle, et elle continuera à jouer son rôle. Bon, pour le docteur Bonganga, votre groupe de pression, je salue, ça peut être un groupe citoyen, mais il faut seulement faire attention au concept. Quand on dit prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi? Et faire attention parce que chacun peut interpréter ça à sa manière. Nous avons attendu des termes du genre troisième voie ou bien plan B. Chacun a interprété à sa façon. Il faut faire attention. Nous avons quand même ce que nous devons préserver tous. Héritage commun, la République démocratique du Congo. Et il n'y a pas plus congolais que d'autres. Et ne vous dites pas qu'il y a des gens qui aiment plus le Congo que d'autres. Non, nous sommes tous congolais. Et nous avons la même vision, la même compréhension que nous. Sauf que nous devons aller dans la compétition électorale et seules les élections vont nous partager. Ce n'est qu'un conseil. Qu'est-ce que je vais faire du CEP Kwilu? D'abord, c'est une information qui a été portée à ma connaissance depuis quelques mois. La CENI a procédé à des vérifications. La CENI a procédé à des vérifications. Parce qu'il ne suffit pas de dire, bon, on a fait ce tel, on a demandé ceci, et on n'a pas donné l'accréditation pour telle ou telle autre raison. Les informations à notre possession. Je parle des informations à la possession de la CENI. Ça peut se faire que non, nous n'ayons pas la bonne version des faits et nous allons poursuivre la vérification, surtout que pour le moment c'est sorti dans un rapport officiel. Nous allons faire des investigations pour voir ce qui s'est vraiment passé. Mais les informations à notre possession sont que la sœur est effectivement passée voir le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Kwilu. Le secrétaire exécutif du Kwilu, à ma demande, avait reçu l'instruction du secrétaire exécutif national de la CENI pour l'accréditation d'observateurs. Et nous avons une note circulaire à cet effet. Le rapport qui nous a été fait était que la sœur qui est passée a déposé les courriers
et que le secrétaire exécutif lui avait dit de donner un complément d'information avec des dossiers, disons, de certains éléments du dossier. Et que la sœur est partie et n'est plus jamais revenue. Et jusqu'aujourd'hui, la sœur, le CEP a dit, il continue à attendre cette sœur qui devait passer mais qui n'est plus jamais revenue. Qui dit vrai? Je n'en sais rien. Dès lors que ça apparaît sur un rapport, c'est quand même un représentant provincial. Mais un secrétaire exécutif provincial, c'est l'équivalent d'un gouverneur au niveau de la province, pour ce qui est de la CENI. C'est un monsieur respectable et qui est investi d'un certain pouvoir. Quand il vous dit quelque chose, il nous a fait rapport. Mais au regard du fait que c'est ressorti, nous allons encore contre-vérifier et voir ce qui devrait être. Mais je ne vois même pas pourquoi il n'y a pas d'enjeu, pourquoi on ne devait pas accréditer. Le travail fait par la CENCO est d'autant plus important qu'écoutez, le processus à la fin sera très crédible. Si on a des personnes indépendantes ou des structures indépendantes qui participent qui concourent à cette crédibilisation avec un travail. Donc pour nous, c'est vraiment un élément qui fait partie de notre stratégie. Nous apprécions énormément le travail fait et nous accréditerons toute personne qui voudrait faire cette observation. Nous ne ferons jamais d'obstruction là-dessus. Bon, les citoyens ayant recouvré les droits civiques, cas de M. Franck, c'est un cas qui défraye plus ou moins la chronique. Et merci de m'avoir donné l'opportunité d'en parler aujourd'hui. Je vous donne d'abord la procédure d'inscription des électeurs au niveau des prisons. Au niveau des prisons, nous avons une procédure spécifique d'identification et enrôlement des électeurs. Et au niveau de la prison de Makala, la CENI a installé un centre d'inscription en bonne et due forme. Au niveau des centres, bon, je ne suis pas du domaine, il y a 2 greffes. Les greffes, nous en tant qu'électeurs, ce que nous recevons comme électeurs, ce sont les gens ou les requérants mis à la disposition de la CENI par les greffes. Donc c'est les greffes qui nous amènent la liste de requérants ou de prisonniers qui ont qualité d'être inscrits sur les listes électorales. Et notre président des centres d'inscription au niveau de Makala, c'est justement l'un des greffes de la prison. C'est lui qui a mis à notre disposition la liste de plus de 900 personnes. Et nous les avons inscrits. D'autres personnes qui n'ont pas été mises à la disposition de la CENI par les greffes, il ne nous appartient pas d'aller dans une prison pour dire on prend celui-ci parce qu'il vient. Il s'est fait néanmoins qu'à 2 reprises, M. Franck Diongo s'est pointé lui-même devant notre centre d'inscription parce qu'il voulait avoir sa carte. Mais c'est la police interne, qui est venue lui dire que non, il n'était pas éligible, encore que son nom n'était pas sur la liste de ceux qui étaient éligibles. Donc, même si M. Franck s'est pointé devant notre requérant, devant notre bureau, on n'allait même pas l'inscrire parce que nous, au niveau de la prison, nous sommes un peu limités. Nous prenons les noms qui sont mis à notre disposition par les greffes. Au-delà de tout ça, la comparaison est vite faite parce qu'elle se fait souvent avec l'autre prisonnier qui est Maître Mouyambo. Non, là c'est la liste, le nom de Maître Mouyambo était sur la liste nous donnée et nous l'avons inscrit. Mais au-delà de ça, c'est qu'on nous a dit, parce que nous on a posé la même question aux autorités carcérales. Je dis, mais pourquoi vous avez mis Mouyambo et consort et pas Maître Franck Dion? Bon, je ne sais pas s'il est maître aussi. La réponse qui nous a été donnée, c'est que le cas de Maître Mouyambo, c'est un cas où il a été condamné à une première instance et qu'il a interjeté appel. En interjetant appel, il n'est pas donc condamné définitivement. Et on a mis son nom pour que nous l'inscrivions. Nous l'avons fait. Mais le cas de Franck Dion, par contre,
il est condamné à la dernière instance par la Cour suprême de justice. Ni appel, ni quoi que ce soit, plus rien ne tient. Donc il est condamné. Mais il faut relativiser aussi les faits. Il peut aujourd'hui recouvrer sa liberté, ce que nous souhaitons tous. Dans ces cas, comme c'est quand même un candidat potentiel, les jours de l'inscription des candidatures, la loi nous permet que même si vous n'êtes pas enrôlé et que vous êtes candidat, vous venez, on vous inscrit d'abord sur les listes et on l'enrôle et il dépose sa candidature. Donc c'est ça plus ou moins la question. Nous sommes limités à un certain niveau pour dire nous nous en tenons à ce que nos procédures nous donnent et à ce que la loi dit. Ce n'est pas un problème même jusqu'hier, j'ai causé avec lui au téléphone. Jusqu'hier, il appelle. J'ai causé avec lui et je lui ai expliqué la situation. J'aurais bien voulu le voir sur les listes, mais c'est ça la procédure aussi. Le ministre de la Justice a écrit. Effectivement, le ministre de la Justice a écrit et au ministre de la Justice, nous lui avons fait voir que oui, vous nous demandez d'inscrire Franck Diongo. Mais voici la procédure et voici la loi. Donc vous nous demandez de violer la loi. Écris-nous que non, vous prenez la responsabilité de violer la loi. Et nous ne sommes pas d'accord avec le ministre de la Justice. Nous lui avons signifié que nous n'allons pas le faire, quelle que soit sa correspondance. C'est juste ça. Ce n'est pas parce que c'est le ministre de la Justice qui a écrit qu'il fallait à ce que la CENI s'exécute comme... Non. Nous lui avons notifié, nous lui avons fait voir que son écrit, c'est la correspondante qu'il a écrite, était en violation de la loi et des procédures en rapport avec la loi électorale. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas exécuté une telle orientation du ministre. Mais entre-temps, je vois cette lettre circuler maintenant partout, c'est normal. Mais la procédure, autant nous sommes dans notre indépendance, nous respectons les lois, ce n'est pas parce que c'est tel ou tel autre qui nous écrit que nous allons déranger, nous allons violer la loi. Donc la question de Franck Diongo, c'est plus ou moins cette lumière que nous voulions porter. Alors Maître Kasereka, calendrier, vous pensez que c'est une victoire? En tout cas, Maître, vous avez raison, c'est une victoire du peuple congolais. Sauf qu'on attendait quand même des mouvements citoyens, les félicitations. Et ce n'est pas encore tard, félicitez-nous parce que c'est une victoire. Mais au contraire, nous attendons de ces mouvements juste la tentative de rejeter et consort. Alors que vous dites que non, c'est une victoire. Le calendrier est une victoire du peuple congolais. Il faut s'en féliciter. Et parce que le peuple congolais veut les élections, allons, faisons en sorte qu'on respecte le calendrier. Bon, pourquoi attendre que Mme Niki Allé soit là pour que nous publions le calendrier? Je vous ai dit au départ qu'il n'est pas facile d'être à notre position. Maître, je vous dis que si j'avais publié le calendrier 2 jours avant que Mme Niki Allé soit là, vous auriez dit que non, j'ai eu peur de Mme Niki et c'est pourquoi j'ai publié avant. Mais comme j'ai publié après, on dirait quand même que non, c'est elle qui est venue me donner des instructions. J'avais eu même cette discussion avec les diplomates américains. Je leur avais fait voir que non, je ne peux pas publier le calendrier aujourd'hui, parce que si je le publie avant que Mme Niki ne vienne, on dira que non, je tremble et j'ai peur de Mme Niki pour le faire. Et c'est ce qui a justifié même que j'attende qu'elle passe d'abord. Dès qu'elle est passée, nous avions déjà programmé publier le calendrier au mois d'août. Nous n'avons pas réussi à le faire. Au mois de septembre, à ce moment, on ne savait même pas que Mme Niki serait là. Nous avions publié le calendrier en tenant compte des paramètres qui sont les nôtres. Il est important, et vous-même, maître, vous en faites partie de ceux qui... Vous ne me contredirez pas. Vous étiez de ceux qui attendaient le calendrier et surtout savoir la date de l'élection. Nous vous l'avons donné. La CENI mérite plutôt des applaudissements et non pas d'autres critiques qui n'ont rien à voir avec... Est-ce que le calendrier sera-t-il respecté? Tout dépend de vous et moi. Tout dépend de vous et moi. Que chacun joue son rôle. Le groupe de pression populaire qui est en gestation,
qu'ils soient là pour que les GPP, qu'ils soient là pour pousser à ce qu'on arrive à ce calendrier, au respect du calendrier, mais sans violer quoi que ce soit, sans piller la maison de Nanga parce que Nanga est président et qu'on sort. Donc, c'est que chacun joue son rôle, que le Parlement joue son rôle, que le gouvernement de la République joue son rôle, que les partenaires jouent leur rôle et qu'on sort pour dire qu'on respecte cela. Peut-être, j'en profite pour mettre un bémol dans ce que j'ai dit. Quand nous avions dit, nous sommes en compétition avec en termes de mobilisation de financement avec la CENCO, parce qu'il y a plus ou moins la litanie des partenaires qui interviennent ici. Je souhaite qu'ils viennent aussi à la CENI pour faire le même. Nous avions dit que non. L'apport des partenaires, sur le plan financier, nous attendons, nous n'avons rien. Cela ne veut pas dire que les partenaires n'ont pas participé. L'appui des partenaires est souvent multiforme. Le premier appui, c'est au niveau logistique. Donc, quand la MONUSCO nous donne des avions, c'est une façon de dire que ce sont les partenaires qui contribuent. Nous avons une 50aine d'experts internationaux qui travaillent avec la CENI en termes d'assistance internationale, d'assistance technique. C'est aussi une forme d'apport international, d'appui international. Mais ce dont on parle, c'est l'appui en termes financiers, parce que nous avons dit, nous avons des grèves à gauche et à droite. C'est ce que nous attendons des partenaires. Enfin, le serment du nouveau président de la République, pourquoi avoir attendu le 23? Faisons en sorte que nous ayons cette prestation de serment. Je l'avais dit et je l'ai dit partout. 60 ans d'indépendance. 4 présidents de la République. On n'a jamais eu la remise reprise dans ces pays, entre 2 chefs d'État. C'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Nous devons travailler pour qu'on arrive à cette fin. Y arriver, ça sera avec de bonnes élections, bien organisées, et qui permettrait qu'il n'y ait pas de gens qui disent c'est plutôt moi qui ai gagné, ce n'est pas moi, c'est plutôt tel. Pour qu'on arrive à ça, il faut des élections crédibles. Il faut une observation électorale. Il faut des témoins partout. Et il faut qu'à la fin, nous ayons ces résultats annoncés en disant tel a félicité l'autre et que tel probablement a accepté le résultat. Ça se fait dans d'autres pays, c'est ce que nous rêvons. Et c'est ce que la CENI, moi personnellement en tant que président de la CENI, je rêve. Alors ne détruisons pas les restes en disant parce qu'on veut aller vite, on veut faire ceci. Oui, nous faisons en sorte, nous savons qu'il est nécessaire d'arriver à ces élections. Les faits sont là, il n'y avait pas eu d'élection en 2016. C'est un fait. Maintenant, il faut faire qu'on ait ces élections, mais attention, pas n'importe quelle élection. Parce que si nous allons n'importe comment, nous risquons de ne même pas toucher à ce que nous attendons. La sécurisation, oui, enfin, il y a un budget de la sécurisation, effectivement. Mais la sécurisation dépend du gouvernement de la République. Et ce que nous faisons normalement, et on peut nous condamner là-dessus, nous avons un budget des opérations électorales. Nous déployons le personnel. Entre-temps, ils doivent être sécurisés. Nous, on n'a pas le budget de payer les policiers. Mais on déploie nos personnels avec les policiers qui les gardent et qui ne sont pas payés. C'est un vrai problème. Nous sommes obligés de prendre des fonds qui sont destinés plutôt aux opérations parce qu'il n'y a pas le budget de la sécurisation pour payer quand même la police. C'est en termes de millions de dollars qui doivent aller là-bas. Donc c'est un problème. Ce budget est de plus ou moins 64 millions de dollars. C'est un plaidoyer aussi que nous faisons pour que ce budget y ait un financement parce que sans la sécurité, il n'y a pas de problème. Je terminerai par dire le calendrier est publié, tous les acteurs sont engagés. Nous sommes arrivés au point où nous sommes aujourd'hui, avec des actions qui ont été entreprises par la CENI. Toutes ces actions n'ont pas toujours été dans l'environnement qui était la nôtre, dans un environnement de méfiance dans lequel nous nous trouvons. Toutes ces actions n'ont pas toujours été des vrais pas ou de bons pas.
On a fait beaucoup de faux pas aussi. Mais ce qui est sûr, nous avons presque 45 millions d'électeurs aujourd'hui. Et c'est ce qui donne plus ou moins cet espoir que nous nous approchons des élections. Nous avons fait beaucoup de faux pas en tant qu'institution. Des faux pas qui sont connus ou non. Pour cela, au nom de l'institution, j'ai dit, partout où on a fait les faux pas, nous demandons votre indulgence. Mais là où on a fait les vrais pas, nous allons chercher à consolider. Et nous avons besoin de votre appui pour que nous arrivions à cette fin. Toutes les contestations envers la CENI, envers le calendrier, envers ma personne, ne sont que des éléments qui contrarient ou qui vont à l'encontre de ce que nous voulons tous. 23 décembre, travaillons pour qu'on arrive à cette fin, qu'on ait ces élections, mais pas n'importe quelle élection. Pas comme au Kenya, mais des élections où, après l'annonce, il y ait des félicitations, que les gens se saluent, et que la Cour constitutionnelle, quand elle confirme ces résultats, que ça soit plutôt une fête, mais que ça ne soit pas un début d'inquiétude ou autre. Je vous remercie. Distingués invités devront... Oui, monsieur le maire. Merci. Juste un complément d'information que je demande pour nourrir, pour réfléchir davantage. Et quand le président de la CENI a fait le plaidoyer de la machine à voter, il nous a démontré comment l'impressionnant gain que le pays aura en empruntant cette voie. En 2018, pour les 3 scrutins, on a prévu plus de 500 millions, mais avec cette machine, on n'en dépenserait que 66 millions. Hein? 395 millions, autant de millions à gagner. Bon, même si on avait l'argent pour ça, évidemment, le gouvernement a prévu pour l'année prochaine 500 millions. La communauté internationale, le partenaire pourrait ajouter, même si on avait cet argent-là, si on peut épargner, c'est toujours intéressant. Mais ma question est la suivante. Est-ce que cette machine-là n'a pas d'impact sur le facteur temps? Justement, très bonne question, Padre. Parce qu'il y a des gens qui m'ont surnommé Peugeot 504, n'est-ce pas? Oui, mais beaucoup ne se demandent pas comment on est parti de 504 à moins de 504. Et ça, c'était réel. Nous l'avions dit. Oui, il y a la Peugeot 504, mais on peut aussi avoir la Peugeot 405. Et il y a même la Peugeot 306 et consorts. Mais je disais qu'on fasse attention, parce qu'on peut aussi avoir la Peugeot 607. Ah oui, quand tu dis 607, tout le monde fait ça. Non, c'est-à-dire que non, quand nous avions parlé en son temps de 504 jours, nous l'avions dit au premier dialogue au niveau de l'Union africaine. Monsieur l'abbé, vous étiez là. Ce n'était pas la première fois. Dans ma villa numéro 15, était présent le facilitateur Kojo, vous étiez là. Il y avait les deux commandateurs majorité opposition. Il y avait des personnalités comme le ministre Rouberois, Vital Kamerhe de l'opposition et autres. C'était plus ou moins 15 personnes. Nous avions fait une analyse avec les experts. Celui qui a fait les rapports, c'est l'expert de la francophonie. C'est lui qui a sorti pour la première fois les 504 jours. On est arrivé à la Cinco, dans la même salle. Nous avons fait la présentation, nous avons présenté que avoir 3 scrutins le même jour, nous aurions besoin de 504 jours, toutes choses restant égales par ailleurs. Ça veut dire quoi? Si la loi ne change pas, si les modes de financement restent les mêmes, si on va voter avec ces bulletins dont je vous ai montré, dont je vous ai parlé, et qu'on sort. Et nous avions dit qu'il y a moyen de réduire.
On peut réduire si le nombre de candidats diminuait. On pouvait réduire si on avait le financement en amont pour préparer plus, pour anticiper sur un certain nombre d'achats. On pouvait aussi réduire si on changeait le format des bulletins de vote. Les calendriers publiés, parce qu'il n'y a pas que Mme Niki dont il fallait tenir compte en termes de publication des calendriers. Les 504 jours mettaient les gens en colère. Non, la CENI publie les calendriers bien qu'en toute indépendance. Nous devions aussi tenir compte de l'environnement social. Il y a des gens qui n'attendaient que 2019 pour commencer, je ne sais pas moi quoi. La CENI s'est mise ensemble pour dire comment on peut faire pour réduire les 504 jours. Nous avons mis donc des hypothèses et le calendrier publié est basé sur l'hypothèse de l'utilisation de la machine à voter. Donc si on n'avait pas mis cette hypothèse de l'utilisation de la machine à voter, l'élection intervenait en juillet 2019. Et pour ça, personne d'entre nous ici n'était prêt à attendre cette date-là. C'est ça la réalité. Donc, ça nous aide à gagner le temps. Pourquoi ça aide à gagner le temps? Parce qu'avec la machine à voter, on n'attendra pas, pour réprimer les bulletins de vote, on ne va pas attendre le mois de juillet-août à la fin de l'inscription des candidatures. Mais on va déjà commander ces bulletins. Ici, en jargon électoral, on appelle, c'est une activité qui était dans le chemin, qui était critique, mais qui n'est plus une activité critique du fait qu'on peut la mettre en musique en chevauchement avec les autres activités. Par contre, avec l'ancien bulletin, vous ne pouvez pas imprimer ces bulletins si vous n'avez pas le nom du dernier candidat. Parce qu'il faut d'abord avoir sa photo, son nom et consort pour passer la commande à l'imprimerie. Et il faut comprendre, je ne peux pas dire à Saint-Paul. Si je dis j'envoie à l'imprimerie Saint-Paul, on me dira non, l'abbé Chol est proche d'eux. Alors ce n'est pas sûr. Si je dis j'envoie à l'hôtel de Monnaie, non, là c'est proche de tel. Alors, tous ces éléments sont critiques. C'est ce qui repoussait les élections en 2019. Personne ne voulait attendre 2019. Il fallait présenter au peuple congolais ce qu'il pouvait consommer facilement. Ce qui pouvait permettre à ce que, non, une fois les calendriers publiés, qu'on ne commence pas une guerre, qu'on ne commence pas une vie de marche intempestive. Donc le calendrier publié tient compte de la machine à voter et c'est ce qui a fait que ça réduise de 504 jours à moins de 400 jours. Donc moi j'ai une nouvelle marque de Peugeot.